Maman m'a envoyé un SMS ce matin, elle a accent grave. Oups, on a oublié ta place. La honte. J'ai répondu, pas de problème. Et je suis arrivé avec mon mari. Les 12 employés se sont tenus droit. Mon mari a regardé leur table. Le matin du 66e anniversaire de ma mère, elle m'a envoyé un SMS. Oups, on a oublié ta place pour le dîner de ce soir. C'est tellement gênant. Tu sais comment ça se passe avec l'organisation. J'ai lu ce message 3 fois. Pas parce que j'étais blessé, mais parce que je voulais en mémoriser la formulation exacte. Mon mari, Thomas, se tenait dans notre cuisine, buvant son café. Quand je lui ai montré mon téléphone, il l'a lu une fois. Il a posé son mug et a dit, très doucement, dis-moi à quelle heure. Il était 7h15 du matin. Avant l'arrivée de ce SMS, la journée avait été de ce genre particulièrement ordinaire que seuls les samedis peuvent offrir, ce genre de journée où le silence de la maison semble mérité, et non vide. Thomas s'était levé avant moi, comme d'habitude. Le temps que je descende avec mon ordinateur portable, les cheveux encore à moitié attachés, il terminait un appel téléphonique, son café dans une main, tournant le dos à la fenêtre. La lumière de fin octobre traversait la pièce en fine bande et tombait sur la table de la cuisine où mon ordinateur m'attendait. Je travaillais dans le marketing pour le réseau Santé Alliance, ce qui signifiait que j'étais toujours, d'une certaine manière, en train de travailler. Les campagnes de santé ne font pas de pause le week-end, même si vous avez enfilé des chaussettes sans aucun plan précis pour la journée. J'étais au beau milieu d'une ébauche pour une nouvelle initiative en cardiologie. J'essayais de décider si votre cœur travaille dur pour vous était un slogan un peu trop évident. Ça l'était. Presque certainement. J'ai entendu Thomas conclure son appel. Maxime, assure-toi juste que les remplacements de samedi sont gérés. Je vérifierai plus tard si besoin. Pour le restaurant de la Presqu'île, oui, prépare les chiffres. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Il possédait 4 restaurants, et il y avait toujours des chiffres à vérifier. Toujours un Maxime à appeler. Toujours un établissement qui avait besoin de régler un problème un samedi. Je suis retourné à mon problème de slogan. Puis, Madame Dubois a frappé à la porte de la cuisine. Elle avait 81 ans, vivait dans la maison d'à côté, et se battait avec le loquet de sa boîte aux lettres chaque samedi matin depuis les 3 ans que nous habitions rue des Tilleuls. Le loquet coince. Mon fils n'arrête pas de dire qu'il va le réparer. J'avais pris l'habitude de passer la voir le week-end avec le café que nous venions de préparer, en partie parce que je l'aimais bien, et en partie parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Vous allez finir par me gâter, disait-elle en prenant le mug à 2 mains, comme elle le faisait toujours, le berçant comme s'il offrait plus qu'une simple chaleur de café. C'est le but, ai-je répondu. Quand je suis rentré, mon téléphone était allumé sur la table de la cuisine. Je l'ai pris sans réfléchir. Je l'ai lu. Je l'ai reposé. Je l'ai repris. Oups, on a oublié ta place pour le dîner de ce soir. C'est tellement gênant. Tu sais comment ça se passe. Elle avait utilisé le mot on, pas je. On. Une erreur partagée. Un accident collectif. Camille. Je n'étais pas arrivé à cette conclusion par paranoïa. J'y suis arrivé de la même manière qu'on finit par reconnaître n'importe quel schéma répétitif, à force de l'observer, sa forme devient familière. Camille avait appelé ma mère 3 fois au cours des 10 derniers jours. Antoine, mon frère, l'avait mentionné, innocent comme toujours, sans se douter qu'il me livrait une information utile. 3 appels en 10 jours, juste avant un dîner d'anniversaire qui s'était matérialisé comme par magie, sans place pour moi. Le message était arrivé à 7h15 du matin. Le dîner était à 19h. Il y avait eu le temps. Il y avait eu un plan de table. Une réservation. Un préavis de 12 heures. Quelque part dans ce laps de temps, l'oubli avait été examiné et jugé acceptable. J'ai ouvert un nouveau message. J'ai tapé 3 mots, pas de problème. Et je l'ai envoyé avant de me laisser le temps d'y réfléchir. Ensuite, j'ai posé le téléphone face contre table et je suis resté assise un moment, les mains à plat sur le bois. Une de mes collègues avait dit quelque chose un jour, lors d'un débriefing de projet qui s'éternisait un mardi après-midi. Elle parlait d'un compte client. Elle avait fini par s'éloigner d'une de ses relations professionnelles qui ne fonctionnait plus depuis des années, bien avant que quiconque ne l'admette. Les chaises les plus difficiles à quitter,
avait-elle dit, sont celles sur lesquelles nous n'avons jamais été à l'aise. J'avais hoché la tête et j'étais passé au point suivant de l'ordre du jour sans m'arrêter pour vraiment l'écouter. Je l'entendais maintenant. Ou du moins, une partie de moi l'entendait. Quelque part en dessous du niveau où j'étais encore en train de décider ce que je ressentais face à tout cela. Thomas était toujours près de la fenêtre. Je me suis approché et je lui ai tendu mon téléphone. Il l'a lu. Son visage a fait une expression que je n'ai pas tout à fait saisie, pas de la surprise. Plutôt une confirmation. Le genre d'expression que l'on a quand un chiffre tombe exactement là où on l'attendait. Il a posé son mug. Dis-moi à quelle heure. 19h, ai-je dit. Au Cèdre Rouge. Il n'a pas levé les yeux vers moi immédiatement. À la presqu'île. Pourquoi? Il m'a regardé. On en parlera quand tu seras prête. Je n'étais pas encore prête. Mais quelque chose avait changé. Pas de la colère, pas cet éclair fulgurant qui vous frappe quand vous êtes sincèrement surprise. Quelque chose de plus ancien et de plus silencieux que ça. Le genre de chose qui est resté au fond d'un tiroir pendant très longtemps. Sans faire de bruit. Sans demander à être réglé. Qui attend, comme attendent les choses patientes, le bon matin pour être enfin sorti et examiné. Je suis monté pour m'habiller. Je savais exactement quelle robe mettre. Mais je ne suis pas monté tout de suite. Je suis resté debout près de la table de la cuisine, les mains toujours sur mon téléphone. La maison était très silencieuse. Et la lumière d'octobre continuait de faire ce que fait la lumière d'octobre à Lyon, se déplaçant lentement, presque visiblement, sur le sol. Thomas était allé sur la terrasse pour finir son deuxième café. Je pouvais entendre le léger grincement de la chaise qu'il prenait toujours quand il avait besoin de 5 minutes avec ses propres pensées. Je me suis assise. Le truc avec un message comme « Oups, on a oublié ta place », c'est que ça ne tombe pas comme un coup soudain. Ça tombe comme une confirmation. Vous ne coupez pas votre souffle. Vous hochez la tête devant une chose que vous avez été trop poli pour nommer. Et dans l'espace entre l'envoi de pas de problème et le fait de le penser vraiment, une porte s'ouvre dans votre esprit. Le genre de porte que vous gardez généralement bien fermée le samedi matin, quand vous avez des slogans à écrire et des voisins à aller voir. Et tout ce qui se trouvait derrière sort, comme si cela n'attendait qu'une invitation. La première chose qui m'est revenue, c'est la remise de mon diplôme. Mai 2011. L'université Jean Moulin. Le genre de journée printanière qui vous fait croire que la météo est une récompense morale, chaude, claire, un ciel sans l'ombre d'un nuage. J'avais traversé cette scène avec une licence en communication en poche, et la joie intime et spécifique de quelqu'un qui avait payé la majeure partie de ses études elle-même. J'avais travaillé l'été à la réception d'un hôtel, et passé un très long semestre en tant que guide du campus, souriant malgré mes douleurs au tibia. Ma mère était dans le public. Antoine aussi. Il avait fait 2 heures de route depuis Annecy, un détail qu'il vous aurait donné sans qu'on le lui demande, et que ma mère répétait à tous ceux qui demandaient d'où il venait. 2 heures. Il a conduit 2 heures. L'implication étant que l'amour se mesurait en kilomètres parcourus, en désagréments surmontés, en efforts visibles pour être présent. Je les ai retrouvés après la cérémonie, près de la fontaine où tout le monde se rassemblait. Ma mère faisait face à Antoine, pas à la foule. Son téléphone levé. Souris. Clique encore une. Clique. Elle avait ce regard qu'elle prenait quand elle était fière, légèrement rougissante, les yeux brillants, la posture particulière d'une femme qui sentait que sa vie se passait bien et voulait que ce soit documenté. Antoine a ri à une blague. Elle a ri aussi. Je me tenais à environ 2 mètres d'eux, dans ma robe de diplômé, avec mes chaussures plates et mon diplôme, et j'attendais. Elle a fini par se retourner. Oh, tu es là. On était juste. Antoine, viens te mettre à côté d'elle. Et ainsi, la photo de ma remise de diplôme est devenue, principalement, une photo d'Antoine à ma remise de diplôme. Il était généreux à ce sujet. Il l'était toujours. Il n'avait aucune idée qu'il y avait matière à être généreux. Sur le chemin du retour, ma mère a dit, tu sais, Antoine n'était pas obligé de venir. Il a une audience au tribunal lundi. Elle l'a dit chaleureusement. De la façon dont on dit une chose qu'on pense être un compliment. C'est ça le véritable amour, Élise. Quand quelqu'un est là, même si ça lui coûte. J'ai répondu que je savais.
J'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé à la réception de l'hôtel, au groupe de visite, à mes douleurs au tibia, et j'ai compris que dans la comptabilité de ma mère, le prix qu'Antoine avait payé 2 heures dans une voiture pesait plus lourd que les 4 années que j'avais payées pour être là. Ce n'était pas parce qu'elle était cruelle. C'était simplement qu'elle n'avait jamais pensé à m'inclure dans l'équation. C'était la chose que je traînais avec moi depuis que j'avais 22 ans, et que je n'avais jamais su comment poser. Le souvenir de Noël est arrivé plus silencieusement, comme les douleurs secondaires. Il y a 3 mois. La maison de ma mère, chemin des Vignes. La salle à manger qu'elle réservait pour les grandes occasions, la belle nappe, les bougeoirs qui sortaient 4 fois par an. Camille et Antoine avaient les places les plus proches de la porte de la cuisine. Ce qui signifiait qu'ils étaient les plus proches de ma mère. Ce qui signifiait qu'ils étaient au centre de la conversation, ou faire des travaux de rénovation, comment le cabinet d'Antoine se développait, ce que la sœur de Camille faisait avec son diplôme. Ma mère a servi du vin à Camille en premier, puis à Antoine, puis à leur bout de la table. La bouteille est arrivée à mi-chemin vers moi, et s'est arrêtée quand quelqu'un a dit quelque chose qui l'a fait rire. J'étais sur la rallonge de la table. La partie pliante qu'il ajoutait quand il y avait trop de monde pour la table principale. Elle est légèrement bancale sur le côté droit. J'avais mangé le repas de Noël dessus pendant les 4 dernières années sans rien dire. Car que pourrais-je dire? J'ai remarqué que je suis toujours au bout qui bouge. Qu'est-ce que ça résoudrait? Après le dîner, j'ai débarrassé les assiettes de mon côté de la table. Personne ne me l'a demandé. Personne ne m'en a empêché non plus. Je me tenais devant l'évier de la cuisine, rinçant les verres, tandis que des rires venaient de la salle à manger au sujet d'une remarque d'Antoine. Et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble l'invisibilité de l'intérieur. Rien de dramatique. Même pas douloureux de façon aiguë. Juste la lente accumulation du fait d'être la personne dont la présence ne modifie pas la forme de la pièce. J'étais resté debout près de la table de la cuisine pendant 15 minutes, ai-je réalisé. Juste debout. Thomas est rentré de la terrasse et m'a regardé sans poser de questions. Je lui ai parlé de la remise des diplômes. De Noël. Des 3 années de Noël avant celui-là. Des dîners d'anniversaire où je n'étais pas sur la photo du gâteau. Et des appels téléphoniques qui commençaient par Antoine pense que et se terminaient avant qu'ils ne prennent la peine de demander ce que moi je pensais. Je ne pleurais pas. Cela m'a surprise. Ou cela m'aurait surprise si j'avais encore eu de l'énergie pour la surprise. J'énonçais juste des faits. De la même façon que l'on liste des symptômes quand on a enfin décidé de consulter un médecin, pas en détresse, juste dans l'effort de dire enfin les choses à voix haute. Thomas écoutait sans m'interrompre. Il avait un don pour ça. Pour une immobilité qui ne ressemblait pas à une absence. Quand j'ai fini, il a posé son mug sur le comptoir. Tu veux y aller? Pas nous devrions y aller. Pas on va leur montrer. Juste, tu veux y aller? Oui, ai-je répondu. Mais ce n'est pas par colère. Je sais. Alors pourquoi ai-je l'impression que je suis sur le point de faire quelque chose sur lequel je ne pourrai pas revenir? Il est resté silencieux un instant. Parce que c'est le cas. Il l'a dit simplement, sans drame, de la même façon qu'il disait la plupart des choses vraies. Le Cèdre Rouge est l'un de mes restaurants, Élise. C'est Maxime qui gère la salle le samedi. Je l'ai regardé. C'est ta mère qui l'a choisi, a-il dit. Je ne pense pas qu'elle savait. J'ai retourné ça dans ma tête une seconde. Ma mère, qui avait vu le restaurant sur la couverture d'un magazine, qui avait appelé la ligne de réservation et réservé une table pour 8 personnes, pour 7, en fin de compte, dans l'établissement dont mon mari était copropriétaire. Elle était assise en ce moment même dans sa maison du chemin des Vignes, choisissant probablement sa tenue, certaine d'avoir orchestré la soirée exactement comme elle l'avait prévu. Non, ai-je dit. Elle ne savait pas. Quelque chose s'est apaisé en moi à cet instant. Pas de la satisfaction. Pas encore. Quelque chose qui ressemblait plutôt au calme qui survient lorsqu'une longue équation trouve enfin son équilibre. J'avais été un peu en dehors du cadre pendant 37 ans. Ce soir, ai-je pensé, le cadre va changer de taille. Je suis monté. Je savais exactement quelle robe porteur. Elle était bordeaux. Profonde, presque couleur vin noir. Le genre de couleur qui ne demande pas la permission à la pièce dans laquelle elle entre.
Je l'avais acheté 2 ans plus tôt pour le gala du réseau Santé Alliance, le soir où j'avais présenté un repositionnement de marque devant 200 personnes, et où les applaudissements à la fin avaient duré assez longtemps pour être authentiques. Je l'avais porté 2 fois depuis. Une fois pour le dîner de départ à la retraite d'une collègue, une fois pour une levée de fonds pour le service pédiatrique de l'hôpital. À chaque fois pour la même raison, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'il y a des vêtements que l'on porte quand les choses ont de l'importance. Et c'était celui que je choisissais quand j'avais besoin de m'en souvenir. Je l'ai retiré de son cintre et je l'ai enfilé sans cérémonie. Le miroir montrait ce qu'il montrait toujours dans cette robe, une femme qui avait pris des décisions et qui pouvait vivre avec. J'ai arrangé mes cheveux correctement, ce que je ne prenais presque jamais la peine de faire un samedi, et j'ai mis les boucles d'oreilles que je gardais au fond de ma boîte à bijoux. De petites créoles en or. Rien de dramatique. Mais un choix délibéré. Thomas était dans l'encadrement de la porte de la chambre quand je me suis retourné, sa cravate à moitié nouée. Il y travaillait avec la concentration absolue qu'il accordait aux petits problèmes mécaniques. Pas distrait. Juste méthodique. Il l'a refaite. L'a regardée. L'a refaite encore. Tu l'as réussi 2 fois, ai-je dit. 3 fois, c'est comme ça qu'on en est sûr. Il a appelé Maxime pendant que je mettais mes chaussures. Il se tenait à la fenêtre, me tournant le dos. La même posture que le matin. La même économie de mots silencieuse. Nous arriverons vers 19h. Pas d'annonce. La salle privée. Si elle finit par être nécessaire, garde-la juste prête. Une pause. Ouais. On verra. Il n'a pas expliqué pourquoi à Maxime. Il n'a pas décrit la situation ni préparé qui que ce soit à quoi que ce soit de précis. Il s'est juste assuré que la porte était déverrouillée au cas où nous en aurions besoin. C'était tout à fait lui. Nous avons quitté la maison à 18h15, ce qui nous donnait plus de temps que nécessaire, mais aucun de nous n'a suggéré d'attendre. La soirée s'était rafraîchie depuis l'après-midi. À Lyon, le mois d'octobre reste doux, jusqu'au moment où il ne l'est plus. Et aujourd'hui, vers 17h, il avait décidé de devenir un véritable automne. Je pouvais le sentir par la fenêtre que j'avais entr'ouverte de mon côté de la voiture. Une odeur de feuilles mouillées et quelque chose de vaguement sucré venant du camphrier des voisins. Nous avons conduit un moment sans grande conversation. Thomas avait mis la radio doucement. Une station qu'aucun de nous n'avait activement choisie, une musique douce qu'aucun de nous ne prenait la peine de changer. La ville défilait derrière les vitres. Dans son ambiance de samedi soir, les restaurants se remplissaient, les couples marchaient vers les tables qu'ils avaient réservées des semaines à l'avance. Cette lumière ambiante particulière d'une grande métropole qui ne cherche pas vraiment à éblouir, mais qui sait être agréable. J'ai pensé à Camille. Ce n'était pas la première fois que je pensais à Camille en relation avec ma mère, mais c'était la première fois que je me permettais d'aller jusqu'au bout de cette pensée. 3 appels téléphoniques en 10 jours. Camille, qui avait épousé Antoine 8 ans plus tôt avec l'efficacité sociale spécifique de quelqu'un qui avait compris que la belle famille était un atout à cultiver ou un passif à gérer. Elle avait cultivé ma mère avec la diligence de quelqu'un qui entretient un jardin dont il a l'intention d'hériter, des appels hebdomadaires, des visites pour les fêtes, une attention constante aux préférences de ma mère, chose que moi, avec mes semaines de 40 heures. Ma maison à mon chat et ma vie qui ne s'organisait pas autour de l'approbation de quiconque, n'avait jamais tout à fait égalé. Ma mère percevait cela comme de l'amour. Je ne lui en voulais pas. Ce que j'avais compris ce matin-là, en retournant le mot rond dans ma tête, c'est que quelque part au cours de ces 3 appels téléphoniques, quelqu'un avait dit quelque chose à propos du dîner, de la liste des invités, du plan de table. Et quoi qu'il ait été dit, cela avait atterri dans un esprit déjà enclin à être d'accord. C'était Camille, ai-je dit. Pour le dîner. Thomas m'a regardé. Puis il a reporté son attention sur la route. Probablement. Elle a appelé ta mère 3 fois cette semaine. Je sais. Tu me l'as dit. J'ai regardé la rue défiler. Est-ce que ça a de l'importance? Il est resté silencieux quelques secondes. Non pas le silence de quelqu'un qui n'a pas de réponse, mais le silence de quelqu'un qui choisit quelle chose vraie il va dire. Peu importe qui a glissé l'idée, a-t-il dit. C'est quand même ta mère qui a envoyé le message. J'ai encaissé cela. C'était le genre de phrase qui ne nécessite pas de réponse, parce qu'elle a déjà dit tout ce qui devait l'être,
et y ajouter quoi que ce soit ne ferait que la diminuer. Ma mère avait envoyé le message. Ma mère avait pris son téléphone, tapé oups, et appuyé sur envoyer. Quelle que soit la suggestion qui lui avait été faite, quel que soit l'argument avancé ou l'insinuation glissée au cours de ces 3 appels téléphoniques, c'était elle qui avait pris la décision. Nous nous sommes arrêtés à un feu sur le boulevard des Brotteaux. La pluie qui menaçait depuis l'après-midi est finalement arrivée. Légère et sans hâte, tachetée sur le pare-brise. Thomas a allumé les essuie-glaces. La ville devenait brièvement floue à travers le verre mouillé, puis redevenait nette à chaque passage du balai. J'ai regardé mon propre reflet dans la vitre passager, l'obscurité de la rue derrière moi, la superposition fantomatique de mon visage sur la ville en mouvement. Il y a quelque chose de clarifiant à se voir dans une vitre la nuit. Vous ne regardez pas un miroir, conçu pour flatter, ou une photographie, conçue pour durer. Vous regardez un jeu de lumière, ici un instant et disparu au prochain réverbère, ce qui signifie que ce que vous voyez est probablement plus proche de la vérité que la plupart des reflets. La femme qui me regardait avait essayé, pendant 37 ans, de s'asseoir sur une chaise sur laquelle elle n'avait jamais été à l'aise. Elle avait été polie, conciliante. Elle avait débarrassé les assiettes à Noël sans qu'on le lui demande, avait souri sur des photos qui mettaient surtout quelqu'un d'autre en valeur, et avait répondu à chaque situation par un pas de problème avec suffisamment de sincérité pour presque s'en convaincre elle-même. J'ai pensé, pas ce soir. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Je ne l'ai déclaré à personne. Je l'ai juste pensé, sur le même ton que l'on utilise pour fermer un tiroir. Le cèdre rouge est apparu au bout de la rue. Une lumière ambrée se déversait de ses grandes vitrines sur le trottoir mouillé, formant un long rectangle chaleureux. À l'intérieur, les gens bougeaient avec cette lenteur aquatique propre aux clients de restaurants vus de l'extérieur, confortable, sans précipitation, imperméable à tout ce qui avait pu arriver à quiconque d'autre ce jour-là. Je distinguais la silhouette d'une grande table près de la vitrine centrale. Une femme à une extrémité, le bras levé, gesticulant. La posture de quelqu'un habitué à capter l'attention de la pièce. Prête, a demandé Thomas. Il ne m'a pas regardé en le disant. Il avait déjà trouvé une place pour se garer et tendait la main vers la poignée de sa portière, confiant que la réponse était oui. Je suis sorti de la voiture. La pluie était assez légère pour qu'aucun de nous ne se presse. Nous nous sommes arrêtés sur le trottoir à environ 6 mètres de l'entrée. Pas par accord tacite. Nous avons juste ralenti tous les deux au même moment, comme on le fait quand on s'approche de quelque chose qui mérite un second regard avant de s'y engager. La pluie était restée fine plus une brume qu'une vraie averse désormais, le genre d'humidité qui s'accumule sur vos épaules sans que vous ne le remarquiez jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur. La devanture du cèdre rouge était large et dégagée, le genre de choix architectural qui dit « Nous n'avons rien à cacher ici. Venez regarder de belles personnes manger de beaux plats. » D'où nous étions, l'intérieur était disposé comme une scène de théâtre. La table de ma mère était au centre de la pièce. Bien sûr qu'elle l'était. C'était elle qui l'avait demandé, ou Camille l'avait fait pour elle. La table qui vous place au milieu de la salle, visible de toutes les autres tables. Celle qui annonce, ce groupe mérite d'être remarqué. Cette personne autour. Antoine à la droite de ma mère, ce qui était toujours sa place, la place du premier-né, la place de la préséance historique que personne dans notre famille n'avait jamais formellement décidé et que personne n'avait jamais pensé à remettre en question. Camille à côté de lui, un bras reposant sur la table, tenant sa cour comme elle le faisait dans les pièces qu'elle avait décrétées siennes. 2 amies de ma mère de l'époque de l'école primaire, des femmes que je connaissais depuis l'enfance. Un cousin de Villefranche que j'ai reconnu à sa taille. Tante Brigitte à l'autre bout, ses lunettes de lecture repoussées sur le haut de son crâne alors qu'il n'y avait rien à lire, endroit où elle vivait en permanence. Et tout au bout de la table, n'en faisant pas vraiment partie, sans en être totalement séparée, une chaise isolée qui ne correspondait pas aux autres. Pas prévue dans le plan de table, pas assignée. Juste ajoutée. Une réflexion de dernière minute ayant pris une forme physique, recouverte d'un tissu différent, légèrement tournée vers l'extérieur, comme si le mobilier lui-même comprenait son propre statut provisoire. Cette chaise était censée être la mienne. Je l'ai regardée assez longtemps pour la mémoriser, pour capter la façon particulière dont elle se tenait à l'écart de la ligne nette et soignée des autres sièges. Puis j'ai regardé Camille, qui avait maintenant une main levée, l'index pointé vers le haut dans le geste universel de quelqu'un qui souligne un argument vers lequel elle travaillait depuis plusieurs minutes. Toute la table la regardait.
Ma mère souriait de ce sourire qu'elle réservait aux personnes qu'elle voulait impressionner. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de gagner ce sourire. Le mariage m'est revenu à l'esprit, comme reviennent les choses que vous avez tenues à bonne distance, tout d'un coup. Pas parce que vous avez décidé de vous en souvenir, mais parce que quelque chose a fini par déverrouiller la pièce. Juin 2015. Le domaine de Moncel. Parce que la mère de Thomas l'avait proposé et qu'il aurait semblé discourtois de refuser. 200 invités. Une cérémonie en plein air qui est restée au sec par une sorte d'intervention miraculeuse de bonne volonté collective. Un orchestre qui a joué les 5 mêmes chansons dans des configurations différentes pendant 3 heures. Nous avons dansé. Nous avons coupé le gâteau. Nous nous sommes déplacés dans la soirée comme se déplacent les mariés, touchant chaque table brièvement, sans jamais vraiment atterrir. Ma mère s'était assise avec Antoine et Camille pendant la majeure partie de la réception. Je l'avais remarqué de la même façon qu'on remarque une météo récurrente, sans alarme, juste avec la reconnaissance que cela se produisait à nouveau. Quand l'orchestre a joué la première chanson sur laquelle Thomas et moi avions dansé, je l'ai cherché dans la foule. Je l'ai trouvé à la table ronde dans le coin, penché vers Camille, riant de quelque chose. Ce quelque chose concernait probablement le cabinet d'Antoine. Ou le nouveau bébé de la sœur de Camille. Ou la maison qu'il visitait à la Croix-Rousse. Ce quelque chose était sûrement très bien. Elle avait légèrement tourné sa chaise en s'éloignant de la piste de danse pour mener la conversation plus confortablement. Le photographe m'a trouvé vers la fin de la soirée. Voulez-vous une photo avec votre mère avant que les gens ne commencent à partir? J'avais dit oui. Bien sûr. Mais le temps qu'on la cherche, elle était sortie avec Antoine et Camille pour dire au revoir à la famille de Villefranche. Et ce moment exigeait d'attendre. Et attendre exigeait d'interrompre. Et interrompre semblait être trop demandé, lors d'une nuit qui était déjà compliquée, comme le sont toujours les nuits importantes. Nous avions pris la photo le lendemain après-midi à la place. Juste nous deux à la table de sa cuisine. Ma robe de mariée troquée contre un jean. Elle avait l'air heureuse dessus. Moi, j'avais l'air de quelqu'un qui avait échangé la version authentique de quelque chose contre une copie, et qui avait décidé de n'en rien dire. Il n'y a aucune photo de nous pendant le mariage lui-même. J'y avais pensé exactement une fois avant ce soir. Et quand j'y avais pensé, je m'étais dit que ce n'était pas grave. Thomas n'avait pas bougé. Il se tenait à côté de moi, les mains dans les poches, observant la table à travers la vitre, sans rien dire. Il avait été très doué ce soir pour ne rien dire au bon moment. J'ai failli lui demander de continuer à marcher. L'idée m'est venue, parfaitement formée. Nous pourrions juste aller ailleurs. Quelque part de calme. Juste nous deux. Un endroit sans aucune histoire accrochée au mur. Nous pourrions conduire jusqu'à cet endroit à la Croix-Rousse où il voulait m'emmener. Celui avec le four à bois et sans réservation. Et je pourrais commander un plat accompagné d'une salade dont je ne veux pas, et nous pourrions parler de tout et de rien, rentrer à la maison et laisser cette soirée se dissoudre parmi toutes les autres soirées passées sans incident. C'était une version de la soirée qui existait. Nous pouvions la voir. Et puis Camille a dit quelque chose. Et toute la table a ri. Et ma mère a posé sa main sur le bras de Camille, comme elle posait sa main sur le mien quand j'étais toute petite et que j'avais dit quelque chose qui lui plaisait, un geste vif, chaleureux, furtif. Et j'ai compris une chose que j'aurais dû comprendre depuis très longtemps. Elle ne me détestait pas. Elle ne m'avait jamais détesté. Il n'y avait aucune méchanceté dans tout cela. Pas à la remise des diplômes. Pas à la table de Noël. Pas pour cette chaise au tissu dépareillé qui devait être ma place ce soir. Il y avait juste l'arithmétique simple et dévastatrice d'une femme qui avait décidé, sans jamais vraiment le décider consciemment, où résidait son attention. Antoine était arrivé le premier. Il avait établi son campement. Et le territoire n'avait jamais été redistribué. Ce n'était pas de la cruauté. C'était quelque chose de plus petit et de plus difficile à contester que la cruauté. C'était de l'habitude. Cela aurait dû rendre les choses plus faciles à avaler. Au lieu de cela, c'est ce qui m'a permis de lâcher prise. Parce qu'on ne peut pas négocier avec la haine. Mais on ne peut pas non plus la réparer avec une surdose de bon comportement. Ou assez de patience. Ou des années de SMS disant pas de problème, envoyés avant même que le café ait fini de couler. La haine, au moins, c'est une relation.
Ce que ma mère m'avait donné, c'était une absence. Et j'avais passé 37 ans à remplir cette absence avec moi-même. À me déverser dans un espace qui n'épousait pas ma forme. En me demandant à chaque fois pourquoi rien ne restait. D'accord, ai-je dit. Thomas m'a regardé. Je ne vais pas te demander de passer notre chemin, ai-je ajouté. Je voulais juste le dire à voix haute pour que ça ne reste pas dans ma tête. Il a hoché la tête une fois. Comme si cela prenait tout son sens. Parce que pour lui, c'était probablement le cas. Puis il a ouvert la porte. L'odeur de romarin et de feu de bois nous a d'abord enveloppés. Puis la chaleur. Ensuite, à travers la salle, j'ai entendu ma mère faire « oh ». Dans ce registre particulier qu'elle utilisait pour les surprises auxquelles elle ne s'était pas préparée. Nous sommes entrés. Le cèdre rouge, un samedi soir, vibrait à une fréquence particulière. Chaleureuse, sans précipitation. Le genre d'endroit qui sait ce qu'il est et n'a pas besoin de le crier sur les toits. Une lumière ambrée tombant des suspensions. Le murmure superposé d'une salle pleine de conversations qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. L'odeur que j'avais remarquée à la porte s'approfondissant à mesure que nous avancions, devenant plus riche, ail rôti, vin, et la marque distincte d'un grill au feu de bois faisant un travail sérieux quelque part en cuisine. Une trentaine de tables, peut-être ? Environ 2/3 occupées. Un samedi soir d'octobre avec des réservations faites des semaines à l'avance. Le genre de soirée qui se remplit toute seule. Maxime était au pupitre d'accueil quand nous sommes entrés. C'était un homme grand, d'une quarantaine d'années, avec la posture tranquille de quelqu'un qui gère des salles difficiles depuis longtemps et n'a plus besoin d'imposer son autorité par l'agitation. Il a levé les yeux du registre des réservations. Son regard a trouvé Thomas. Et quelque chose dans son expression a changé, pas de façon dramatique. Rien que l'on puisse photographier et appeler une réaction. C'était plus subtil que ça. Le très léger redressement d'une personne qui vient de reconnaître quelque chose de professionnellement important pour elle. Il a contourné le pupitre pour venir nous saluer. Et voici le secret d'une salle qui appartient à quelqu'un, elle sait quand cette personne y pénètre. Pas dans un sens mystique. Juste dans le sens ordinaire et physique où les employés remarquent leur patron. Et cette attention se propage vers l'extérieur, de la manière inconsciente dont la posture et l'attention se répandent dans n'importe quel espace clos. J'ai compté 12 employés dans mon champ de vision à cet instant. Des serveurs, un commis, le sommelier près de la cave à vin, 2 personnes derrière le bar. Aucun d'entre eux n'a arrêté ce qu'il faisait. Aucun d'entre eux n'en a fait des caisses. Mais quelque part, dans l'instant entre notre entrée et le moment où Maxime nous a rejoints, chacun d'eux s'est redressé. Très légèrement. Plus droit. Comme le font les gens lorsque le centre de gravité d'une pièce se déplace. Ce n'était pas une performance. C'était ça le truc. Une performance, on peut l'ignorer. Ça, c'était juste un fait. Camille l'a vu en premier. J'ai regardé son regard enregistrer la trajectoire de Maxime à travers la salle. Je l'ai vu suivre ce mouvement jusqu'à Thomas. Puis jusqu'à moi. Et revenir à Thomas avec l'expression de quelqu'un qui recalcule rapidement une somme dont le résultat est différent de celui escompté. Elle n'a rien dit. Elle a tendu la main vers son verre de vin sans le regarder, et l'a reposé sans boire. Antoine avait quelques secondes de retard sur elle. Il était au milieu d'une phrase quand Maxime nous a rejoints, il expliquait quelque chose avec ses mains, racontait une histoire. Et sa voix s'est éteinte. Il a regardé Thomas. Il a regardé Maxime, qui serrait la main de Thomas avec la chaleur particulière de quelqu'un qui voit son patron le week-end et qui est sincèrement heureux de le faire. Antoine travaillait dans le droit des affaires depuis 15 ans. Il parlait la langue des hiérarchies professionnelles sans avoir besoin qu'on la lui traduise. On pouvait voir la compréhension poindre sur son visage. De la même façon qu'un changement de météo arrive sur une plaine dégagée, visible de loin, se déplaçant vite, et impossible à arrêter une fois lancé. Ma mère a levé les yeux en dernier. Elle riait de quelque chose qu'avait dit tante Brigitte, la tête légèrement basculée en arrière. Le rire d'anniversaire. Celui qui sortait dans les soirées quand tout se passait comme prévu. Elle a senti le changement d'atmosphère à la table avant de nous voir. Elle l'a senti dans le silence d'Antoine, dans la façon dont Camille avait posé son verre. Elle s'est retournée. Oh. Le son est resté coincé dans sa gorge avant de s'afficher sur son visage, la surprise.
Et puis le sourire qui s'est immédiatement assemblé par-dessus la surprise. Celui qu'elle gardait prêt pour les situations sociales qui exigeaient qu'elle paraisse plus préparée qu'elle ne l'était. « Élise. Tu es venue après tout. » Elle l'a dit chaleureusement. Dans sa voix, c'était parfaitement sincère. Elle s'attendait à ce que je reste à la maison. J'en étais certaine. Et ma présence nécessitait une réécriture rapide de l'histoire qu'elle s'était racontée toute la journée sur cette soirée. Mais elle était douée pour ça. Elle réécrivait l'histoire de notre famille depuis des décennies. « Joyeux anniversaire, maman », ai-je dit. Tante Brigitte s'est tournée sur sa chaise, jaugeant l'instant. Elle m'a regardé, puis a regardé Thomas, puis Maxime, qui s'était placé légèrement à la gauche de Thomas avec le positionnement professionnel de quelqu'un qui accompagne, et non qui dirige. Brigitte a retiré ses lunettes de lecture du sommet de sa tête, un geste qu'elle ne faisait que lorsqu'elle prêtait une attention extrême à quelque chose. « C'est le mari d'Élise » a-t-elle demandé à la femme à côté d'elle, avec ce qu'elle croyait probablement être une voix plus basse qu'elle ne l'était en réalité. « Il est plus grand que dans mes souvenirs. » La femme à côté d'elle a hoché la tête, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Maxime s'est penché vers Thomas. Sa voix était basse, non pas secrète, mais juste calibrée pour la distance entre eux, et non pour la salle entière. « Monsieur Laurent, ravi de vous voir. » Une pause brève et chaleureuse. « Madame Laurent. » Il m'a regardé directement quand il l'a dit. Et il n'y avait rien dans son expression à part de la courtoisie professionnelle, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Puis il a jeté un coup d'œil, un seul. À la table, aux 7 personnes disposées autour. À la chaise sur le côté, avec son tissu différent et son angle légèrement tourné vers l'extérieur. Et quand il a reporté son attention sur Thomas, quelque chose avait été compris entre eux sans avoir besoin d'être prononcé. « Nous avons le salon privé de disponible ce soir, si vous préférez, » a-t-il dit. Puis, plus doucement encore, avec le tact particulier d'un homme qui a géré des situations délicates assez longtemps pour savoir comment offrir une option sans l'imposer, « Monsieur, dois-je retirer leur table ? Nous pourrions arranger quelque chose de plus confortable pour vous. » La phrase n'avait pas besoin d'être terminée. J'ai regardé ma mère. Elle m'observait. Plus avec le sourire social, celui-ci avait glissé quelque part dans les 30 dernières secondes. Pendant l'arrivée de Maxime, la réalisation d'Antoine, ou le commentaire de tante Brigitte. Je n'aurais pas su dire exactement quand. Ce qui se trouvait sur son visage maintenant était quelque chose que je n'avais pas l'habitude de nommer. Ce n'était pas de la culpabilité. La culpabilité implique d'avoir décidé que l'on a fait quelque chose de mal. Et elle n'en était pas encore là. C'était plus primitif que la culpabilité. La toute première seconde de compréhension. Le moment précis avant que l'histoire ne se réécrive. Elle me regardait comme on regarde une pièce qu'on croyait connaître, lorsque la lumière change et qu'on réalise que les proportions sont différentes de ce qu'on pensait. Elle commençait à comprendre ce qu'elle avait choisi. Et j'étais sur le point de lui montrer à quoi ressemblait le fait de choisir. De la part de quelqu'un qui avait eu 37 ans d'entraînement à la version silencieuse et qui en avait complètement terminé avec elle. Je me suis tourné vers Maxime. « Non, » ai-je dit. « S'il vous plaît. C'est l'anniversaire de ma mère. Laissez-les profiter de leur soirée. » Maxime a absorbé cela sans ciller. Il avait l'immobilité professionnelle d'un homme qui avait satisfait des demandes bien plus étranges que celle-ci sans marquer la moindre surprise. Et s'il trouvait inhabituel qu'on lui dise de ne pas utiliser une option qu'il venait d'offrir, il la gardait pour lui avec l'aisance d'une longue pratique. « Bien sûr, » a-t-il dit. « Le salon privé, alors. Par ici, s'il vous plaît. » Je me suis tourné vers la table de ma mère une dernière fois. Elle me regardait toujours. Le sourire de façade n'était pas revenu. Elle se tenait très droite sur sa chaise, la posture d'anniversaire. Celle qui avait tenu toute la soirée. La position d'une femme qui préside. Mais quelque chose s'était fissuré. Un élément porteur que je ne pouvais pas nommer précisément. Et le résultat était qu'elle avait l'air, pour la première fois dont je me souvienne, incertaine. Pas de moi. D'elle-même. De la forme de cette pièce qu'elle était si sûre de comprendre. « Joyeux anniversaire, maman », ai-je dit. « J'espère que ce sera une belle soirée. » Et je le pensais. C'était la chose que je n'avais pas anticipée, que je le penserais vraiment. Qu'en me tenant là,
avec l'option de faire retirer sa table et le choix de ne pas le faire, je découvrirais que ce que je lui souhaitais réellement, c'était une soirée agréable parmi des gens qui la rendaient heureuse. Parce que c'est ce que j'avais toujours voulu. Juste jamais pour moi au détriment de moi-même. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. J'ai suivi Maxime à travers la salle. Le salon privé du Cèdre Rouge était plus petit que la salle principale, 8 couverts. Une table ronde, un éclairage chaleureux provenant de 2 sources au lieu de 12. L'effet se rapprochant plus d'un dîner aux chandelles que d'un restaurant. Il y avait une fenêtre qui donnait sur la rue pavée et un tableau sur le mur sud représentant les Alpes en automne. Thomas a tiré ma chaise. Je me suis assise. Un autre serveur est apparu immédiatement. L'eau a été servie sans qu'on le demande. Les menus déposés avec une efficacité silencieuse. Prenez votre temps, a dit Maxime avant de se retirer. Nous sommes restés un moment sans parler. Sur la table entre nous, une bougie dans un petit verre. 2 menus que je n'avais pas encore ouverts. Le bruit sourd de la salle principale traversant le mur, comme la météo d'un autre pays. Thomas a tendu le bras et a posé sa main sur la mienne. C'était tout. Il n'a pas dit, tu as fait ce qu'il fallait. Il n'a pas dit, je suis fier de toi. Il n'a rien dit du tout. Ce qui était la seule réponse correcte à un moment qui avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire. J'ai pris le menu. L'agneau avait l'air bon. De l'autre côté du restaurant, je ne pouvais pas voir la table de ma mère de là où nous étions assis. Mais je pouvais la reconstituer précisément à partir de ce que j'avais lu sur leur visage avant de m'éloigner. Antoine serait silencieux. Antoine devenait silencieux quand il réfléchissait intensément. Quand les données nécessitaient un réassemblage. Et il avait besoin de faire ça sans interruption. Camille aurait déjà sorti son téléphone. Pas visiblement. Pas posé sur la table. Mais sur ses genoux. Comme le font les gens quand ils ont besoin d'accomplir une tâche pendant qu'ils se recalibrent. Je me doutais que les messages qu'elle avait envoyés à Antoine au cours de la semaine passée allaient lui apparaître sous un tout autre jour à la fin de la soirée. Et ma mère serait assise avec une situation pour laquelle on ne lui avait fourni aucun scénario. C'était une femme qui considérait l'hospitalité comme une forme de contrôle. Pas dans un sens sinistre, mais dans le sens sincère où le fait d'offrir une belle table, de choisir un bon restaurant et d'organiser une liste d'invités était pour elle le moyen principal d'exercer son influence sur une pièce. Elle créait l'événement. Elle façonnait la soirée. Elle décidait qui s'asseyait où et ce que l'occasion signifiait. C'était l'autorité qu'elle avait détenue toute sa vie. La chose dans laquelle elle était sincèrement douée. Et elle y était douée comme le sont les gens qui ont pratiqué quelque chose pendant des décennies. Parce que l'alternative ne ressemblait à rien du tout. Ce soir, dans le restaurant qu'elle avait choisi, avec la liste d'invités qu'elle avait dressée et le plan de table qu'elle avait approuvé, quelqu'un avait proposé de retirer sa table au bon vouloir de sa fille, et sa fille avait dit non. Elle avait été graciée. Pas punie. Graciée. Et il n'y a pas de bon scénario social pour être gracié par quelqu'un que vous avez passé 37 ans à ne pas vraiment voir. Parce que la grâce implique que l'autre personne avait un pouvoir qu'elle a choisi de ne pas utiliser, et la reconnaissance de ce pouvoir exige une révision complète de l'histoire que vous vous racontez sur qui est redevable à qui. J'ai commandé l'agneau. Thomas a pris le canard. Nous avons partagé une bouteille que le sommelier a recommandée après que Thomas lui ait donné des paramètres approximatifs. Et c'était très bon, et nous avons parlé de tout sauf de ce qui s'était passé ce soir. Nous avons parlé du slogan de cardiologie que je n'avais toujours pas résolu, d'un voyage que nous voulions faire à Annecy avant que les feuilles ne tombent complètement. Du loquet de la boîte aux lettres de Madame Dubois, que Thomas avait d'ailleurs vérifié en ligne pour découvrir que c'était une pièce de rechange à 15 €, disponible dans n'importe quelle quincaillerie. Je lui apporterai mardi, a-t-il dit. Elle va dire que tu n'étais pas obligé. Je sais. Amène du café quand même. Évidemment. J'ai entendu tante Brigitte avant de la voir. Sa voix portait depuis la salle principale, claire et perçante comme le sont les voix quand leur propriétaire a bu 2 verres de vin et vient de traiter une information surprenante. Elle parlait à quelqu'un à la table d'à côté, un couple avec qui elle avait apparemment entamé la conversation, et ce qu'elle disait, avec la confiance sereine de quelqu'un qui énonce un fait établi, c'était « Oh, oui. C'est un restaurant familial. Ma nièce et son mari. Nous venons ici très souvent, en fait.
Il y a eu une pause pendant laquelle j'ai imaginé le couple hocher la tête poliment. L'agneau est exceptionnel, a ajouté tante Brigitte. Je prends toujours l'agneau. Elle avait pris le saumon. Je l'avais vu sur la table en traversant la salle. Mais il ne s'agissait pas vraiment de l'agneau. Et nous le savions toutes les deux. La version de moi d'il y a 7 heures aurait trouvé cela épuisant. La version de moi assise dans la salle privée avec un verre d'un très bon Bourgogne a trouvé ça, au contraire, discrètement drôle. De la manière dont les choses deviennent drôles quand on n'a plus besoin qu'elles soient autrement. Nous avons terminé notre dîner sans nous presser. Le serveur a apporté l'addition sans que nous la demandions, ce qui signifiait que Thomas l'avait réglé plus tôt, ce qui lui ressemblait bien. Nous sommes restés encore 20 minutes après, comme on reste assis dans les endroits où l'on se sent bien, quand il n'y a nulle part ailleurs où l'on préférerait être. Quand nous sommes partis, je n'ai pas traversé la salle principale. Il y avait une sortie latérale via l'aile privée, et nous l'avons prise, et je suis sorti dans la nuit d'octobre sans me retourner. Arrivé à la voiture, je pouvais voir la devanture du restaurant à travers sa grande baille vitrée. La table de ma mère était toujours là, toujours occupée, les gens toujours à leur place. Antoine avait les bras croisés, comme il le faisait quand il réfléchissait à un problème sur lequel il n'avait pas encore d'opinion. Camille regardait son téléphone, le regardait vraiment maintenant, le subterfuge de le faire sous la table ayant été abandonné. Ma mère tournait le dos à la vitrine. Puis elle s'est retournée. Elle m'a vu à travers la vitre. La distance était de 10 mètres. Et la lumière était différente des deux côtés. Et il y avait 2 épaisseurs de verre entre nous, plus le reflet de la rue derrière moi. Mais elle m'a vu. Et je l'ai vue. Et il y a eu un instant, 3 secondes, peut-être 4, pendant lequel nous nous sommes regardés à travers ces 10 mètres et ces 37 années. Elle a ouvert la bouche comme s'il y avait quelque chose à dire. Et j'ai attendu, au cas où ce serait le cas. Ça ne l'était pas. Pas ce soir. J'ai hoché la tête une fois. Je suis monté dans la voiture. Thomas a quitté la place de stationnement et nous nous sommes insérés dans le trafic du samedi soir en direction du nord, la ville défilant autour de nous. La pluie s'était complètement arrêtée maintenant, et quelque part derrière nous, le cèdre rouge poursuivait sa soirée sans nous, sa lumière ambrée tombant à travers les vitrines sur le trottoir mouillé, exactement comme à notre arrivée. Nous sommes rentrés à la maison sans allumer la radio. Pas dans un silence pesant. Juste le genre de silence confortable, celui que les couples mariés développent après des années passées ensemble dans des espaces confinés, où l'absence de son n'est pas une déclaration sur ce que l'un ou l'autre ressent, mais simplement ce que l'instant exige. J'ai regardé Lyon défiler par la fenêtre. Les fenêtres éclairées des immeubles, une station-service où un homme faisait le plein le col relevé contre le froid, un chien promené par quelqu'un qui avait l'air de préférer être à l'intérieur. Le monde ordinaire du samedi soir, suivant son cours. Je n'ai pensé à rien en particulier pendant tout le trajet du retour, ce qui était inhabituel pour moi. Je suis le genre de personne qui remplit généralement le silence avec des monologues intérieurs, avec des évaluations continues des choses dites et non dites, avec le catalogage de détails qui ne prennent sens que plus tard. Ce soir-là, le catalogage n'a tout simplement pas commencé. J'étais assise sur le siège passager dans ma robe bordeaux, je regardais les rues humides de la ville et je pensais, c'est bien, c'est assez pour ce soir. Antoine a appelé le lendemain matin à 9h15. J'étais dans la cuisine quand mon téléphone s'est illuminé avec son nom. Et je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Une chose que je n'avais jamais faite avec mon frère au cours des 35 années où nous avions été en vie en même temps. Ce n'était pas délibéré. Ou si, mais pas dans un but punitif. C'était plutôt que je venais soudain de me rappeler que j'avais le droit de prendre une respiration avant de répondre à une question. Salut. Il a dit, salut. Bon. Une pause qui contenait, d'après ce que je pouvais déduire, environ 4 choses différentes qu'il avait décidé de ne pas dire en premier. Je ne savais pas pour le restaurant. Je sais. Je veux dire. Je savais que Thomas était dans la restauration. Évidemment. Mais je ne savais pas que ce restaurant-là, spécifiquement, était. Il s'est arrêté. Et a repris. Est-ce que tu l'as planifié? J'ai réfléchi à ça. Dans le sens le plus honnête. Non. Je ne savais pas que ma mère choisirait le cèdre rouge. Je n'avais rien orchestré. J'avais mis une robe, je suis monté dans une voiture et je suis entré dans une pièce. Non, ai-je dit.
C'est maman qui l'a planifié. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, qui a duré assez longtemps pour signifier qu'il absorbait tout le poids de cette phrase. Antoine était avocat. Il comprenait l'importance structurelle de qui était responsable de quoi. Elle m'a appelé hier soir, a-t-il fini par dire. Après ton départ. Elle a pleuré pendant environ 1 heure. Je m'en doute. Est-ce que tu... Il semblait choisir parmi plusieurs fins possibles pour cette question, aucune ne convenant tout à fait. Est-ce que ça va? Je vais bien, ai-je répondu. Vraiment bien, pas l'autre genre de bien. Il est resté de nouveau silencieux. En fond, je pouvais entendre les bruits de son samedi matin, l'acoustique particulière de sa cuisine. Un enfant quelque part à proximité, la machine Nespresso qu'il possédait depuis 4 ans et qu'il n'avait jamais compris comment faire fonctionner sans faire de bruit. Camille passe, a-t-il commencé, avant de se reprendre. Camille passe une matinée de réflexion. Je ne lui ai pas demandé de développer. Je n'en avais pas besoin. Antoine, ai-je dit. Je ne veux pas parler de Camille pour l'instant. Ni de maman. Est-ce qu'on peut juste? Ouais. Ouais, bien sûr. Une respiration. Et puis. En fait, Thomas m'a appelé hier soir. Vers 22 heures. Quelque chose en moi s'est figé. Ah bon? Il m'a demandé si je voulais qu'il offre l'addition de maman. Comme geste pour son anniversaire. J'ai attendu. Il a dit qu'il y réfléchirait, a ajouté Antoine. Le silence entre nous a duré 3 secondes. Puis 4. Ensuite, Antoine a fait un son qui était à moitié une expiration et à moitié un rire. Et j'ai fait un son similaire, et aucun de nous n'a rien dit pendant un moment parce qu'il n'y avait rien à dire qui puisse améliorer ce silence. Vraiment, ai-je demandé. L'offrir? Il y a réfléchi, a répété Antoine. C'était tout ce dont nous avions besoin. Nous avons ri, de cette façon particulière dont rient les frères et sœurs quand une chose est vraie depuis longtemps, et qu'elle est enfin nommée pas un rire brillant, pas une performance, mais un vrai rire. Le premier rire que nous ayons eu, ai-je réalisé, qui ne soit pas façonné autour de la présence de quelqu'un d'autre dans la pièce. Le premier qui n'appartenait qu'à nous. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes de choses qui n'avaient rien à voir avec le restaurant. Ou avec Camille. Ou avec des chaises qui ne correspondaient pas au plan de table. Nous avons parlé de son cabinet, et de ma campagne publicitaire, et du voyage à Annecy que Thomas et moi envisagions. Et au moment de raccrocher, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Un fil, fin mais réel, tendu entre mon frère et moi, qui n'était pas là la veille. Pas réparé, ce n'est pas si simple. Mais présent. Béatrice, ma mère, a appelé cet après-midi-là. J'ai laissé sonner une seule fois avant de répondre. Je ne sais pas pourquoi cette différence. Peut-être parce que j'y étais préparé. Ou parce que j'avais déjà passé la matinée à imaginer ce qu'elle pourrait dire, et comment je pourrais répondre, repassant le scénario en boucle comme je le fais pour la plupart des choses avant d'être appelé à les jouer en temps réel. Elle a commencé par parler de la météo, ce qui m'a tout dit. Ma mère ne parlait de la météo qu'avec les personnes qu'elle ne savait pas comment aborder directement, ce qui représentait une courte liste. Il fait froid, a-t-elle dit. En effet, ai-je acquiescé. Une pause. Je voulais. Je pensais qu'on devrait parler d'hier soir. D'accord. Il y a eu un malentendu concernant les places. Camille s'occupait de la réservation, et elle. Il y a eu un problème de communication, et je n'ai pas vérifié correctement. J'aurais dû. Elle a continué pendant un moment. Elle était douée pour ça, pour construire une explication qui répartissait la responsabilité de manière assez large pour qu'aucune personne ne porte tout le poids de la faute. Camille s'était occupée de la réservation. Il y avait eu un problème de communication. Elle aurait dû vérifier. Les choses se sont bousculées. C'était une architecture soigneusement assemblée, et elle aurait été plausible si je ne la connaissais pas depuis 37 ans. Et si je n'avais pas vu son visage au moment où Maxime avait posé sa question, dans les 3 secondes avant qu'elle n'ait le temps de reconstruire son expression. Elle croyait à l'explication qu'elle m'offrait. C'était ça le plus dur. Elle ne mentait pas au sens où elle connaissait la vérité et choisissait de dire autre chose. Elle mentait d'une manière plus profonde, comme on ment quand on a raconté une histoire tellement de fois qu'elle est devenue la version dont on se souvient réellement.
Je sais que tu crois ça, maman, ai-je dit. Silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix avait changé, pas encore en colère, pas encore sur la défensive, juste prise au dépourvu. Ça veut dire que je t'aime, ai-je dit. Ça veut dire, passe une bonne semaine. Et joyeux anniversaire, maman. J'espère qu'hier c'était bien. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir de la cuisine et je suis resté là un instant, la main posée sur la coque. La maison était très silencieuse. Thomas était quelque part dehors, je pouvais l'entendre vagabonder dans l'allée. Une de ces petites tâches du samedi qu'il repoussait sans cesse. À travers la fenêtre de la cuisine, le jardin était ordinaire. Le camphrier, la clôture en bois, la lumière de fin octobre qui arrive bas et avec un angle qui donne à chaque chose l'air d'avoir été mûrement réfléchi. J'ai pensé à l'album de mariage. Il était dans le placard de la chambre d'amis. Un de ces livres lourds, recouverts de tissu, que le studio du photographe avait produit 6 mois après le mariage, à une époque où c'était encore ce que les gens faisaient. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. Je savais ce qu'il y avait dedans. Thomas et moi à la cérémonie. Thomas et moi coupant le gâteau. Thomas et moi avec ses parents. Et avec les miens. Et avec les 2 familles réunies. Et avec nos amis de fac. Et du travail. Et des années avant que nous devenions ce que nous étions. Je connaissais chaque photo sans avoir besoin de regarder. Parce que je les avais toutes regardées une fois. Attentivement. Et ensuite j'avais rangé le livre. Il n'y avait aucune photo de juste ma mère et moi. Je le savais depuis 9 ans. Et je ne l'avais jamais dit à voix haute. Et je n'avais pas, jusqu'à ce soir, compris que c'était quelque chose qui avait besoin d'être dit. Pas comme une accusation. Pas comme une revendication. Juste comme un fait qui méritait d'exister au grand jour, plutôt que dans la pièce fermée où je l'avais gardé, à côté de la remise des diplômes, de la table de Noël, et de la chaise au tissu dépareillé. Voici ce que je savais. Je ne pouvais pas réparer le cheminement de ma mère. Je ne pouvais pas revenir en arrière et prendre cette photo. Ou réorganiser les chaises. Ou lui faire voir, à 40, 50 ou 60 ans, ce qu'elle n'avait pas voulu regarder. Elle allait assimiler la soirée d'hier de la seule manière dont elle était capable de le faire. Et ce serait imparfait, et probablement incomplet. Et c'était à elle de porter cela. Pas à moi. J'avais porté son cheminement en même temps que le mien pendant 37 ans. Je le posais maintenant. Sans drame. De la même façon qu'on pose un sac qu'on a tenu si longtemps qu'on a fini par ne plus en remarquer le poids. Juste le poser par terre. Se redresser. Et découvrir, avec une certaine surprise, que votre épaule se souvient encore de ce que ça fait de ne rien porter. Thomas a toqué contre le chambranle de la porte de derrière avant de rentrer de l'allée. Une habitude qu'il avait prise, parce que je sursautais facilement. Il avait appris à s'annoncer par de petits gestes. Il m'a regardé de la même façon qu'il le faisait depuis la veille au matin. Sans vérifier si ça allait. Sans inquiétude. Juste présent. Je pensais, a-t-il dit. C'est moi qui prépare le dîner samedi prochain. Ici, juste nous. Je l'ai regardé. Parfait, ai-je répondu. Et je le pensais avec une intensité que je n'avais pas mise dans un seul mot depuis plus longtemps que je ne voulais le compter. Le samedi suivant, Thomas a fait des pâtes. Rien de compliqué, une simple amatriciana. Du guanciale grillé à la poêle jusqu'à ce qu'il croustille juste sur les bords. Des tomates sans marzano qu'il gardait dans le garde-manger pour une recette qu'il ne faisait jamais tout à fait. La cuisine s'est remplie de cette odeur 1 heure avant qu'on ne mange. La graisse de porc fondue, la tomate, et la douceur si particulière de l'oignon qui cuit lentement dans l'huile, le genre de parfum qui donne à une maison l'impression d'être occupée dans le sens le plus plein du terme. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un verre de vin et je l'ai regardé cuisiner. Nous avions une salle à manger. Une vraie, avec une table pour 8 personnes. Le genre de pièce qu'on utilise à Noël et pour certains dîners, et qui le reste du temps existe dans un état de préparation agréable mais qui ne devient jamais vraiment chaleureux. Nous ne l'avons pas utilisé ce soir-là. Nous avons utilisé la table de la cuisine, celle où j'étais assise le samedi précédent quand le SMS était arrivé. Celle avec la trace de tasse près du coin. Quelqu'un s'était assis sans s'ouvert bien avant que nous n'en soyons propriétaires.
Elle avait 2 couverts. Tous 2 placés délibérément, pour les personnes qui allaient s'y asseoir. J'ai pensé à la table à rallonge de la maison de ma mère, chemin des Vignes. Celle qui est bancale sur le côté droit. Celle sur laquelle j'avais mangé le repas de Noël 4 années de suite sans rien dire. J'ai pensé à la chaise au cèdre rouge, avec son tissu différent, légèrement tourné vers l'extérieur. J'ai regardé ma propre chaise, qui n'était qu'une chaise en bois vieilli. Un coussin que nous avions recouvert 2 fois, légèrement bancal sur les pieds arrière d'une façon qu'aucun de nous n'avait jamais pris le temps de réparer. Et j'ai pensé, celle-ci est la mienne. Pas assignée. Pas approximative. Pas rajoutée à la dernière minute comme une réflexion après coup. À moi de la façon dont les choses deviennent vôtres quand vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vous les donne et que vous vous asseyez, tout simplement. Thomas a posé une assiette creuse devant moi. S'est assis en face. A servi du vin pour nous 2 sans demander. Comment sont les pâtes, a-t-il dit. Parfaites. Vraiment? Le guanciale. Qu'est-ce qu'il a? Il est juste parfait. Il m'a regardé de l'autre côté de la table, avec la satisfaction discrète de quelqu'un qui a bien fait les choses et qui n'a pas besoin qu'on le célèbre. Seulement qu'on le remarque. Nous avons mangé sans nous presser. Dehors, la pluie était arrivée par l'ouest, comme elle le fait à Lyon fin octobre, s'installant pour la soirée. Pas violente. Juste présente. J'avais parlé à ma mère encore une fois depuis dimanche. Un appel court le mercredi. Pratique, elle voulait savoir si Thomas et moi viendrions pour le prochain repas de famille, qui était dans un mois, ce qui laissait assez de temps pour que tout arrive ou que rien n'arrive, ce qui était probablement la raison pour laquelle elle demandait maintenant au lieu d'attendre. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. Elle a répondu que c'était très bien. Nous avons raccroché après 4 minutes, ce qui était la durée d'une conversation téléphonique entre 2 personnes qui n'ont pas encore compris à quoi la nouvelle distance entre elles est censée ressembler. Je ne savais pas si nous le comprendrions un jour. J'avais fait la paix avec l'idée de ne pas savoir. Une femme avec qui je travaillais avait dit un jour, dans une salle de conférence un mardi, à propos d'un compte client qu'elle avait abandonné après des années à essayer de le faire fonctionner. Elle avait dit, les chaises les plus difficiles à quitter sont celles sur lesquelles nous n'avons jamais été à l'aise. J'avais souri, j'étais passé au point suivant de l'ordre du jour et j'avais compris, avec l'incompréhension spécifique de quelqu'un qui entend une vérité sur lui-même avant d'être prêt à la recevoir, absolument rien. Je la comprenais maintenant. J'avais essayé d'être à l'aise sur une chaise qui n'avait jamais été à ma taille, non pas parce que ma mère était une femme cruelle, mais parce qu'elle était une personne avec une quantité limitée d'attention. Organisée autour d'un ensemble de priorités qu'elle avait établies avant de savoir pleinement ce que chacun de nous deviendrait. Et j'avais atterri, sans que ce soit vraiment la faute de qui que ce soit, du mauvais côté de ses priorités. J'avais passé les années suivantes à essayer de me réarranger pour prendre la forme que la chaise exigeait. Je m'étais faite plus petite, plus silencieuse, moins gênante. J'avais envoyé des SMS disant pas de problème et je les avais pensés juste assez pour continuer à avancer. La chaise n'allait jamais m'aller. La chaise n'avait jamais été le problème. J'ai regardé Thomas de l'autre côté de la table, qui mangeait avec le contentement concentré d'un homme qui a cuisiné quelque chose dont il est fier, et qui le mange maintenant en compagnie de quelqu'un qu'il a choisi à maintes reprises, et continue de choisir. Dans ces petites habitudes quotidiennes qui ne font pas de bonnes histoires mais qui font de belles vies. Il avait ses lunettes de lecture relevées sur la tête même s'il n'y avait rien à lire. Il faisait toujours ça quand il était à l'aise. J'ai pensé, j'ai choisi ça. J'ai mis cette table. J'ai mis les 2 chaises ici, et les 2 assiettes, et les 2 verres, et nous 2. Et pas une seule chose dans cette pièce n'était une réflexion après coup. La robe bordeaux était dans le placard à l'étage. Je portais un t-shirt en coton que j'avais depuis avant notre mariage. Doux de la façon si particulière dont les vieux tissus deviennent doux. D'une couleur qui avait commencé comme bleu marine et qui s'était délavée en quelque chose de plus difficile à nommer. Je n'avais pas réfléchi, en l'enfilant cet après-midi, à savoir si c'était la bonne tenue pour l'occasion. Il n'y avait pas d'occasion. C'était bien là l'essentiel. Après le dîner, nous avons fait la vaisselle de la façon dont nous la faisions toujours. Thomas lavait. J'essuyais. Une division du travail à laquelle nous étions arrivés la première année, et que nous n'avions jamais renégociée parce qu'elle fonctionnait. Et parce qu'il y a certains arrangements dans une vie à 2 qui sont si tranquillement justes qu'ils deviennent invisibles.
La radio jouait depuis son téléphone sur le comptoir, une musique qu'il avait mise sans la choisir avec soin. Une station qui passait entre des morceaux qu'on reconnaissait à moitié. La pluie était régulière dehors. Les fenêtres de la cuisine s'étaient légèrement embuées sur les bords. J'ai essuyé un bol, je l'ai posé sur l'égouttoir et j'ai tendu la main pour en prendre un autre, et Thomas me l'a tendu sans regarder. Et dehors, rue des Tilleuls, la soirée continuait. À sa manière ordinaire, la lumière du porche des voisins s'allumant à 19h, comme toujours. Une voiture passant lentement sous la pluie. Quelqu'un promenant un chien au bout de la rue sous un parapluie que le vent rendait difficile à manier. Il y a des moments qu'on reconnaît pendant qu'ils se produisent, avant même d'avoir eu le temps d'y poser des mots. C'en était un. J'étais debout dans ma propre cuisine, dans mon vieux t-shirt, essuyant un bol qui avait besoin d'être essuyé. À côté d'un homme qui savait qu'il fallait frapper avant d'entrer dans une pièce. Et quelque part dans la ville, ma mère passait sa soirée, mon frère la sienne, Camille la sienne, et tante Brigitte racontait très certainement à quelqu'un une histoire qui s'était considérablement améliorée en la racontant. Et j'étais là. Pleinement là. Ne me demandant pas si j'étais la bienvenue. Pour la première fois en 37 ans, je ne me suis pas demandé si j'avais mérité ma place. Je me l'étais offerte moi-même. Il y a une chose qu'on ne vous dit pas sur les blessures silencieuses. Celles qui n'arrivent pas avec une voix qui s'élève ou une porte qui claque, mais avec un plan de table qui, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais de place pour vous. Une photo qui est prise pendant que vous vous tenez juste en dehors du cadre. Elles sont plus difficiles à nommer que les blessures bruyantes. Et parce qu'elles sont plus difficiles à nommer, elles sont plus faciles à porter pendant des années sans jamais les poser. Vous vous dites que ça va. Vous répondez par SMS, pas de problème. Et le plus étrange, c'est que vous le pensez juste assez pour continuer à avancer. Ce qu'Élise a appris, et ce dont parle vraiment cette histoire, c'est la différence entre tolérer un siège et en choisir un. Pendant la majeure partie de sa vie, elle avait essayé de s'intégrer dans une place qui n'avait jamais été tout à fait conçue pour elle, ajustant sa posture, se faisant plus petite, comblant le silence par des compromis. Le moment où elle a arrêté pas avec colère, pas avec confrontation, mais avec un simple non, laissez-les profiter de leur soirée a été le moment où elle a cessé de jouer pour un public qui ne l'avait jamais vraiment regardée. Voici la leçon qui mérite d'être retenue, vous ne pouvez pas négocier pour être vu par quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas regarder. Et la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de forcer leurs yeux à s'ouvrir, mais d'arrêter d'avoir besoin qu'ils vous voient. Ce n'est pas baisser les bras. C'est, enfin, grandir. S'éloigner d'une chaise qui n'a jamais été la vôtre n'est pas une perte. C'est le premier pas pour construire votre propre table.